Un seul avertissement a résonné, et toute l'Afrique a retenu son souffle. Alors que Donald Trump a promis d'intervenir vicieusement au Nigeria, une nouvelle dynamique géopolitique a émergé. Les mots ont mêlé diplomatie et intérêts cachés, et les conséquences sont immédiates. Mais au cœur de ce tumulte, où se situe Ibrahim Traoré? Ce capitaine burkinabé, symbole de souveraineté, redéfinit la résistance en Afrique. Dans une époque où les promesses étrangères ne tiennent plus, il incarne l'urgence d'un choix crucial: se défendre seul ou accepter une aide conditionnée. La situation géopolitique en Afrique de l'Ouest atteint un point de bascule. Lorsque Donald Trump a évoqué la possibilité d'une intervention vicieuse au Nigeria, il a mis en lumière des tensions sous-jacentes entre souveraineté nationale et impérialisme discret. Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, incarne ce défi dans un contexte où l'Afrique essaie de plus en plus déterminée à prendre son destin en main. En réponse à la pression extérieure, les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, réagissent par un. Un rejet de la tutelle étrangère. Ils aspirent à une autonomie renforcée, loin des intérêts géopolitiques imposés. Mais cette quête de souveraineté n'est pas sans risque. La volonté de maintenir l'indépendance face à des puissances extérieures, comme les États-Unis ou la France, pourrait coûter cher. Pourtant, la question centrale reste la même. Jusqu'où les nations africaines peuvent-elles aller pour préserver leur liberté tout en répondant aux défis internes et externes? L'enjeu ici n'est pas simplement économique ou politique, mais profondément humain. Chaque décision prise résonne dans les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey, où la population attend des actions concrètes. Les leaders doivent désormais montrer qu'ils peuvent naviguer dans cet espace complexe où la coopération et l'autonomie s'affrontent. Mais la promesse est là. Une Afrique forte qui se défend sans compromis. Deux réalités, longtemps parallèles, viennent de se percuter. Première révélation. Les mots de Donald Trump n'ont pas seulement provoqué un choc médiatique. Ils ont réactivé un vieux réflexe continental, celui de se méfier des sauveurs venus d'ailleurs. Deuxième révélation. L'écho de ces paroles n'a pas atterri dans le vide, mais dans un Nigeria déjà traversé par plus de 200 millions d'habitants, une économie pétrolière stratégique et des lignes de fracture sécuritaires alimentées par Boko Haram et des groupes armés opportunistes. Ces deux chiffres, une population immense et une menace persistante, expliquent pourquoi chaque déclaration internationale devient un levier ou un piège. Dans ce paysage saturé de tensions, un acteur inattendu redistribue les cartes. Ibrahim Traoré. Pas parce qu'il intervient directement dans les affaires nigérianes, mais parce que sa posture souverainiste fissure les récits traditionnels. Son discours militaire, frontal, sans filtre diplomatique, sert de contre-récit à l'idée que l'aide occidentale serait la seule voie réaliste. Au Sahel, ce contraste résonne comme un rappel brutal. Ce n'est pas la première fois qu'on promet protection en échange d'accès stratégique. Côté Abuja, la chronologie est limpide. Déclaration américaine, agitation médiatique, réunion d'urgence du cabinet sécuritaire, communiqué prudent, puis montée des débats locaux, de Lagos à Kano. Les réactions religieuses s'en mêlent. Les éditorialistes relancent la mémoire de la Libye et de l'Irak, et le mot « viciously » devient un objet politique. Dans cette atmosphère électrique, chaque offre de coopération étrangère est lue comme un signal d'alignement potentiel. Mais la véritable dynamique se joue ailleurs, dans la diagonale Bamako-Ouagadougou-Niamey, où la rupture avec les dispositifs militaires extérieurs est devenue un axe structurant. Ici, la présence d'Ibrahim Traoré n'est plus un symbole isolé. Elle influence la perception collective du risque, du prix à payer et du degré d'autonomie acceptable. C'est ce croisement, pression américaine,
vulnérabilité nigériane et montée du souverainisme sahélien qui crée la tension actuelle. Tout s'enchaîne dès lors. Discours, réaction, réécriture politique, repositionnement continental. Pour comprendre la trajectoire de cette crise naissante, il faut suivre deux fils narratifs qui s'entrecroisent dès les premières heures. D'un côté, le Nigeria cherche à répondre avec cohérence. Tinubu réunit ses conseillers, écoute les chefs militaires, puis appuie une stratégie de retenue calculée. Son entourage insiste sur une doctrine simple. Éviter l'escalade, préserver les partenariats utiles et montrer que le pays n'agit pas sous pression émotionnelle. Le président joue la carte institutionnelle, sachant qu'un faux pas pourrait fragiliser à la fois les marchés et la cohésion intérieure. De l'autre côté, les signaux venus du Sahel modifient subtilement la perception des événements. Sans intervenir directement, la position ferme affichée par Ouagadougou, Bamako et Niamey exerce une influence psychologique sur les opinions publiques nigérianes. Les réseaux sociaux s'emparent de cette dynamique et amplifient chaque prise de parole, chaque posture, chaque nuance. Cette circulation rapide crée un contraste entre prudence étatique et impatience populaire. Les premiers cas tangibles émergent rapidement. Dans plusieurs campus, les débats s'y deviennent plus polarisés. Faut-il compter d'abord sur l'appui international ou reconstruire une autonomie régionale? Dans les rédactions de Lagos et d'Abuja, les journalistes s'efforcent d'équilibrer faits sécuritaires et analyses historiques, mais les lignes éditoriales divergent. Dans les marchés du Nord, les commerçants redoutent sans doute les fluctuations du carburant et l'impact sur le transport des marchandises. Ces effets ne sont pas spectaculaires, mais ils dessinent déjà une pente. Plus la pression extérieure s'intensifie, plus la population cherche des repères intérieurs. Ce glissement précoce annonce la manière dont les prochaines semaines seront interprétées, entre prudence gouvernementale et désir d'affirmation collective. L'enchaînement commence par un point de rupture clair. Lorsque la phrase de Donald Trump traverse l'Atlantique, la réaction au Nigeria s'enclenche immédiatement. Le cabinet de sécurité essaie convoqué. Les conseillers évaluent les risques diplomatiques, les possibles manipulations régionales et surtout l'effet psychologique sur une opinion déjà méfiante. Tinubu publie un communiqué prudent. Coopération, vigilance, coordination. Régional. Cette posture déclenche la première onde de choc. Les radios de Lagos s'enflamment. Les éditorialistes rappellent les précédents irakiens et libyens. Les communautés religieuses interprètent le terme « viciously » comme un rappel des interventions occidentales masquées par la morale. Le mot devient slogan, même avertissement. L'embrasement médiatique est le véritable déclencheur. La montée se poursuit dans une spirale rapide. Les ambassades occidentales renforcent l'aquasécurité. Washington envoie des messages privés à Abuja. Paris dépêche des émissaires pour ne pas perdre du terrain. Moscou glisse une offre alternative. Pékin observe sans se compromettre. À ce moment-là, le Sahel entre dans la scène. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré parle dans un stade rempli. Aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger. La phrase circule, devient un contre-feu idéologique. Au Mali, au Niger et même au Ghana, les réseaux reprennent l'image du poing levé. La jeunesse nigériane y voit un miroir, une possibilité d'autonomie, même dans la difficulté. Dans le nord du Nigeria, des milices locales se reforment en réaction au tumulte médiatique et aux signaux contradictoires de la capitale. Tinubu, pris entre pression internationale et ferveur intérieure, convoque un sommet régional improvisé. Là, deux visions s'opposent frontalement. Compromis diplomatique ou rupture panafricaine. Aucun accord n'est signé, mais le ton est donné. Puis survient la phase de réverbération, plus diffuse, mais déterminante. À Washington, le département d'État évoque la stabilité religieuse, recadrant le débat. À Paris, les médias parlent déjà du syndrome Traoré, signe que la narration échappe aux capitales africaines. Les marchés pétroliers réagissent brièvement. Le Naira tremble.
les milices locales amplifient leur rhétorique nationaliste. Sur les chaînes panafricaines, les images de patrouilles amateurs deviennent symboles d'une Afrique refusant la tutelle. Tinubu tente de reprendre le contrôle. Les interviews se multiplient. Il affirme que le Nigeria choisira toujours sa voie. Mais chaque phrase semble défensive. Chaque justification alimente la polarisation. Pendant ce temps, Ouagadougou répond sans nommer Abuja. Celui qui choisit sa voie ne demande pas la permission. La phrase, attribuée à Ibrahim Traoré, parcourt le continent et redéfinit l'axe émotionnel du débat. Elle devient point de rappel, point de contraste, point de fracture. La séquence se stabilise finalement dans un état hybride. Agitation locale, repositionnement diplomatique et recomposition narrative à l'échelle du continent. Ce qui n'était qu'une déclaration américaine devient, en quelques jours, une remise en question de la souveraineté, un test pour la cohésion nigériane et un moment de clarification idéologique pour l'ensemble du Sahel. L'événement n'est plus isolé. Il s'inscrit dans une trajectoire où chaque mot, chaque geste, chaque silence façonne l'avenir politique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Le point de départ est clair. En 2023, Abuja recevait un volume limité d'équipements militaires étrangers, intégrés dans une dynamique de coopération classique. La bascule apparaît l'année suivante. En 2024, le Nigeria obtient 86 millions de dollars d'équipements américains, soit une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Cette progression n'est pas seulement comptable, elle signale un glissement structurel. Chaque dollar d'aide entraîne environ 1,3 $ de maintenance assurée par des sociétés américaines. Ce ratio, souvent ignoré, signifie que l'assistance militaire crée une dépendance logistique directe. La souveraineté devient alors une variable comptable, enfermée dans un cycle d'obligations croissantes. Cette hausse du flux extérieur s'inscrit dans un contexte financier déjà fragile. La dette extérieure du Nigeria franchit 45 milliards de dollars, chiffre qui pèse lourd dans les arbitrages budgétaires. Ce volume d'endettement réduit la marge de manœuvre politique, car chaque renégociation implique des conditions implicites. Pour Abuja, maintenir la stabilité tout en répondant aux attentes sociales devient un exercice d'équilibriste. Les 22% de dépenses de sécurité nationale financées par des fonds conditionnés montrent un autre décalage. Une partie significative de la politique intérieure dépend de ressources qui ne sont pas totalement contrôlées. Les conseillers du président comprennent ce mécanisme. Les opposants le dénoncent comme une vulnérabilité stratégique. Le déséquilibre ne se limite pas au Nigeria. Selon la Banque africaine de développement, 38% des importations d'armement d'Afrique de l'Ouest proviennent encore des pays de l'OTAN. La Russie représente 9%, la Chine 7%. Ces proportions illustrent une architecture sécuritaire encore dominée par les réseaux occidentaux. Dans ce paysage, la trajectoire du Burkina Faso détonne. 61% de ces nouvelles acquisitions militaires proviennent désormais de partenaires africains ou asiatiques. Ce basculement indique une transition silencieuse vers des modèles alternatifs. Certains y voient un pari risqué, d'autres un acte fondateur. La lecture qu'en fait Ibrahim Traoré, moins de dépendance, plus de marge, alimente ce débat continental. Un autre indicateur éclaire la dynamique en cours. Les pays ayant réduit leur coopération militaire étrangère depuis 2020 ont augmenté leur stabilité interne d'environ 7%. Ce chiffre n'est pas absolu, mais il suggère une tendance. L'autonomie sécuritaire peut produire un effet stabilisateur, même modéré. Les analystes rappellent que ce gain dépend de la capacité logistique locale, mais le signal reste significatif. Dans les campus universitaires, cette statistique circule comme preuve qu'un autre chemin est possible. Dans les casernes, elle nourrit un sentiment de responsabilité nationale accrue. L'impact économique suit une logique comparable. Chaque hausse d'un point d'aide étrangère
correspond à une baisse équivalente des investissements publics dans la recherche de défense. Ce mécanisme, presque mécanique, restreint l'innovation locale. Moins investir signifie dépendre davantage. Les décideurs nigérians en sont conscients, mais la pression sécuritaire limite leurs marges. Les débats internes s'intensifient. Faut-il accepter l'aide pour répondre à l'urgence ou la refuser pour préserver l'indépendance technique? Ce faisceau de chiffres dessine une équation simple et implacable. Plus l'aide extérieure augmente, plus l'autonomie se réduit. La bataille politique du moment se joue précisément sur ce terrain. Entre prudence stratégique et souveraineté assumée, les États ouest-africains mesurent le coût réel de leur choix. Dans cette configuration, les positions affirmées par Ibrahim Traoré fonctionnent comme un miroir. Elles obligent Abuja à réévaluer ce qu'elle gagne, ce qu'elle perd et ce qu'elle risque en poursuivant sur la même trajectoire. Les deux camps qui s'affrontent autour de la question de l'intervention étrangère en Afrique de l'Ouest défendent des visions opposées, mais légitimes. D'un côté, les partisans de la coopération avec les puissances occidentales soulignent que la lutte contre le terrorisme nécessite des ressources et une expertise qui ne sont disponibles qu'avec l'aide extérieure. Selon eux, refuser cette aide serait condamner des millions de civils à vivre dans la terreur, sans protection ni soutien. Ces voix défendent une vision pragmatique. La coopération internationale est indispensable pour faire face aux défis sécuritaires. En revanche, les partisans d'Ibrahim Traoré dénoncent cette approche comme une forme d'asservissement masqué. Pour eux, chaque aide extérieure contribue à renforcer la dépendance et à affaiblir les capacités locales de défense. Ils plaident en faveur d'une solution régionale où les pays africains travaillent ensemble pour résoudre leurs problèmes, sans avoir à se soumettre au diktat des puissances extérieures. Le choix est clair: maintenir des relations de dépendance ou bâtir une autonomie régionale, plus difficile mais plus pérenne. Les deux visions sont profondément ancrées dans des réalités géopolitiques et économiques divergentes, et ce débat ne fait que commencer. L'équilibre bascule maintenant. Jusqu'ici, le débat semblait opposer ingérence occidentale et prudence nigériane. Mais au milieu de cette séquence, un acteur inattendu émerge. La jeunesse africaine, connectée, impatiente et farouchement critique envers les narratifs imposés. Sur les réseaux, le mot-clé dominant n'est plus sécurité, mais décision. Dans les rues de Lagos comme dans les quartiers de Ouagadougou, les discussions cessent de tourner autour de Trump ou de Tinubu. Elles se recentrent sur la question simple et brutale. Qui choisit réellement pour l'Afrique? Ce glissement est profond. Il traduit une fatigue générationnelle face aux promesses extérieures, mais aussi un refus de voir la souveraineté réduite à un slogan. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré devient un repère symbolique, non pour sa politique, mais pour son ton sans détour qui contraste avec les discours calibrés des chancelleries. Le midpoint apparaît ici. La crise n'est plus seulement diplomatique, elle devient culturelle. La demande de contrôle local sur les ressources, les alliances et les priorités nationales n'est plus marginale. Plus marginale. Elle s'installe comme un réflexe collectif. Cette nouvelle dynamique oblige chaque capitale à recalculer son récit, et le Nigeria à admettre qu'il ne peut plus ignorer les voix qui montent sous ses fenêtres. Au niveau national, le Nigeria voit son paysage politique se fragmenter plus vite que prévu. Dans le sud, les élites économiques privilégient que la continuité des accords sécuritaires, craignant qu'un retrait brusque n'affecte les opérations pétrolières et la stabilité urbaine. Dans le nord, les associations communautaires interprètent sans cesse la montée de la coopération occidentale comme un retour voilé aux logiques de tutelle, ravivant la méfiance envers Abuja. Les sondages internes montrent désormais un déplacement net. La majorité des citoyens considèrent que la sécurité durable dépend d'une capacité locale renforcée, non d'un soutien extérieur plus massif. Sur le plan diplomatique, Abuja se retrouve sur un fil.
Les États-Unis multiplient les gestes de partenariat, tout en insérant des protocoles plus stricts dans chaque proposition. L'Union européenne adopte une posture prudente, parlant de dialogue et de stabilité, sans clarifier son intention stratégique. Dans ce vide, Moscou et Pékin avancent des offres calibrées: formation, vente d'équipements, infrastructures, sans imposer de conditions idéologiques apparentes. Le Nigeria doit jongler entre ces pôles, sachant que chaque inclinaison envoie un signal au Sahel comme aux capitales occidentales. L'effet économique se lit dans les flux. Depuis le choc provoqué par les propos de Trump, les flux d'investissements directs étrangers diminuent légèrement, freinés par la perception d'un environnement plus incertain. Pourtant, dans un mouvement contraire, les échanges régionaux, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, progressent, portés par des accords bilatéraux plus souples et une volonté partagée de réduire la dépendance extérieure. Le marché intérieur réagit lui aussi. Les variations du prix du carburant influencent la confiance des petites entreprises, accentuant la pression sur le gouvernement pour préserver ses marges de décision. Ce paradoxe illustre une réalité brute: moins de capitaux globaux, mais plus de circulation interne. La dimension régionale révèle l'impact le plus profond. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, l'élan souverainiste gagne du terrain, soutenu par une opinion publique qui valorise l'idée d'autonomie collective. Des ONG panafricaines émergent, réclamant la fin des bases étrangères et la construction d'un dispositif sécuritaire coordonné entre États africains. Les diplomates occidentaux parlent déjà d'un effet Traoré, signe que la posture du chef burkinabé influence la perception des citoyens bien au-delà de ses frontières. Dans les capitales voisines, les gouvernements débattent désormais de la possibilité d'un cadre commun de défense, inspiré de son approche plus directe. Ibrahim Traoré apparaît alors comme une variable symbolique dans les calculs régionaux, même lorsqu'il n'intervient pas directement. Ces quatre dynamiques, nationale, diplomatique, économique, régionale, convergent vers une même conclusion. Le choc déclenché par une phrase américaine a ouvert un cycle de réajustement profond. Ce qui semblait un épisode isolé devient un test continental sur la souveraineté, la cohésion et la capacité des États africains à redéfinir leurs priorités. Le futur de l'Afrique de l'Ouest se divise en 3 scénarios possibles, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité et l'autonomie de la région. Dans le scénario de base, le Nigeria et ses voisins adoptent une approche pragmatique, continuant à coopérer avec les puissances extérieures tout en cherchant à réduire leur dépendance. Dans ce cas, des compromis sont trouvés, permettant un équilibre fragile entre coopération et souveraineté. Les pays du Sahel restent sous la pression économique et diplomatique des acteurs extérieurs, mais ils poursuivent leur chemin vers une autonomie progressive. Dans le scénario optimiste, la rupture avec l'Occident se concrétise par la formation d'un bloc régional solide. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tête de cette initiative, signent des accords militaires et économiques qui renforcent l'indépendance régionale. Cette coalition panafricaine devient un modèle de coopération entre États africains, réduisant la dépendance à l'égard des puissances étrangères et redéfinissant les règles de la diplomatie africaine. Enfin, dans un scénario pessimiste, la pression extérieure devient trop forte et les pays du Sahel cèdent à l'influence des États-Unis et de l'Europe. Ce retour à la coopération sous conditions entraîne une nouvelle phase de dépendance. Mais cette fois-ci, les coûts pour la souveraineté sont plus élevés que jamais. Les leaders régionaux doivent naviguer dans cet équilibre délicat, pesant les avantages économiques à court terme contre les pertes en autonomie politique à long terme. Les répercussions de cette crise touchent désormais 3 publics très différents. Pour les citoyens ordinaires, le débat sur la souveraineté n'a de sens que lorsqu'il se traduit en effets concrets: sécurité visible, prix du carburant supportable, services publics qui fonctionnent. Ils observent les discours internationaux avec distance,
cherchant avant tout ce qui améliore leur quotidien. Beaucoup redoutent qu'une dépendance accrue ne transforme chaque crise extérieure en choc domestique supplémentaire. Pour la jeunesse connectée, cette séquence marque un changement de génération. Les échanges sur les réseaux montrent un rejet croissant des récits filés fabriqués depuis l'étranger. Les jeunes valorisent la clarté, la cohérence et la fermeté, qualités qu'ils associent donc de plus en plus à des figures comme Ibrahim Traoré. Pour eux, la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un réflexe culturel. Décider ici, réfléchir ici, construire ici. Une recommandation émerge alors: renforcer les espaces de participation où leur voix peut réellement influencer les choix publics. Enfin, pour la diaspora, cette phase agit comme un test moral. Installée de Londres, Montréal, elle finance des familles, relaie les narrations africaines et corrige les caricatures véhiculées par certains médias. Elle voit dans cette tension actuelle une opportunité de repenser les alliances sans renier les liens internationaux. Un geste simple pourrait renforcer ce rôle. Multiplier les plateformes de dialogue transnationales où analyses, chiffres et témoignages circulent librement entre continents et diaspora. Ces trois voies ne convergent pas toujours, mais elles partagent une attente commune: voir les dirigeants écouter réellement ce qui se dit au-delà des palais et des communiqués. Face à cette dynamique complexe, plusieurs étapes concrètes doivent être franchies pour garantir une souveraineté durable et une stabilité régionale. Premièrement, il est impératif de rééquilibrer la sécurité en Afrique de l'Ouest. Cela passe par une réduction de la dépendance aux puissances extérieures, notamment en diminuant de 15% la logistique militaire importée au cours des 12 prochains mois. L'objectif est de renforcer les capacités locales, tant en matière de formation que de maintenance d'équipements. Deuxièmement, la coopération régionale doit être intensifiée avec la création d'un commandement militaire interafricain piloté par les pays du Sahel. Ce modèle de défense collective permettrait de pallier les lacunes actuelles tout en créant un réseau de sécurité plus autonome. Troisièmement, l'Afrique doit se réinventer économiquement. L'énergie et les ressources naturelles doivent être utilisées pour financer des projets locaux d'innovation et de développement. Le financement par la création d'un fonds souverain destiné à la transformation énergétique et industrielle devrait constituer une priorité. Enfin, une réforme de l'éducation civique est nécessaire, en intégrant des programmes sur l'histoire africaine contemporaine et les leaders comme Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. Ces étapes permettront de bâtir une Afrique plus indépendante, capable de prendre ses propres décisions sans se laisser imposer des choix extérieurs. Ce processus, bien que difficile, est l'unique voie pour garantir une souveraineté véritable à long terme. Au moment de refermer ce cycle, un détail des premières heures revient comme un écho. Ces signaux diffus, presque discrets, qui avaient traversé les campus, les rédactions et les marchés du Nord. À l'époque, ils semblaient anecdotiques, de simples discussions, quelques hésitations, des regards méfiants lorsque surgissaient les mots liés à l'aide extérieure. Pourtant, c'est précisément ce motif-là, apparu dès le début, qui prend aujourd'hui toute son ampleur. Car ces micro-réactions formaient déjà une ligne de fracture. D'un côté, la prudence institutionnelle, de l'autre, une impatience populaire qui refusait d'être pilotée depuis l'extérieur. Cette tension, légère mais tenace, a guidé chaque prise de décision, chaque débat, chaque repositionnement diplomatique des mois suivants. Elle révélait une vérité silencieuse. Les peuples entendaient reprendre la main avant même que les dirigeants ne s'ajustent. Dans ce mouvement de fond, la silhouette d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un sauveur, mais celle d'un rappel. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Et lorsque les premières étincelles réapparaissent sous une autre forme, un choix économique, un refus diplomatique, un geste symbolique, on comprend que rien n'était anodin. Ce qui n'était qu'un murmure est devenu une direction. Et désormais, le continent avance avec cette certitude fragile mais réelle.
La dignité commence là où cesse la permission. Les récits qui traversent aujourd'hui l'Afrique ne sont plus de simples commentaires sur l'actualité. Ils deviennent des espaces où chacun peut réapprendre à se situer, à questionner les alliances qui le concernent et à imaginer sa part dans ce mouvement plus vaste. Dans les rues de Lagos comme dans celles de Ouagadougou, les conversations ordinaires façonnent déjà une nouvelle manière de penser la souveraineté, moins abstraite, plus quotidienne, enracinée dans les choix modestes mais répétés. C'est souvent dans ces gestes discrets, un débat familial, un message partagé, une prise de position assumée, que se construit la capacité d'un peuple à peser dans sa propre histoire. Les dirigeants décideront peut-être des cadres, mais ce sont les citoyens qui donneront du sens à ces décisions. Si une transformation durable doit naître, elle viendra probablement de là, d'une attention nouvelle portée aux mots, aux preuves, aux liens entre communautés. Et si, ensemble, vous commenciez à interroger non pas ce que l'Afrique doit devenir, mais ce que chacun accepte encore de déléguer?